Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast en compagnie de Maïké. Pendant la première discussion qu'on avait proposée, certaines vérités en avaient pris pour leur grade. Eh bien, accrochez-vous, avec ce nouvel épisode, on continue sur la même lancée. Quand on pratique un sport d'endurance, après avoir atteint son poids cible, on pourrait être tenté de se dire qu'on a franchi la ligne d'arrivée. En fait, c'est le plus dur qui reste à faire. Parce que maintenir ce chiffre sur la balance nécessite un grand travail qui dépend de la ligne de départ de chacun. Maintenir un poids idéal, c'est un peu comme vouloir prendre part à un jeu, une compétition, dans lequel les règles changent parfois en cours de route. Si la génétique a une part à jouer dans la distribution des cartes, le fait de se connaître représente un atout majeur dans la danse continue qu'on mène avec notre corps pour le contrôle. Pendant cette discussion, on a également évoqué l'impact dévastateur sur notre santé de nos modes de vie et des décisions qui sont souvent prises au niveau politique sous couvert de liberté économique. Est-ce que ce ne serait pas notre propre piège qui est en train de se refermer sur nous? Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. La plupart des gens, ils te connaissent maintenant, donc tous les gens qui sont abonnés au podcast, statistiquement, ils ont écouté l'épisode avec Maïké, parce que c'est l'épisode qui est numéro 1. Donc tu es diététicienne à Genève, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc est-ce que tu peux nous rappeler tes spécialités? Alors, donc, comme tu l'as dit, je suis diététicienne. Je suis chercheuse aussi, même si j'ai laissé de côté ma carrière académique actuellement pour ouvrir mon cabinet. Et puis, donc, ce cabinet est à Genève. Il est plus précisément au sein de Medbase à Lancy-Pont-Rouge. Et à côté de ça, j'ai gardé aussi un travail d'enseignement parce que j'aime beaucoup partager les données scientifiques de manière compréhensible. Donc, j'enseigne dans différentes filières de formation et puis aussi en formation continue. Et tu as rédigé plusieurs livres? Alors, je n'ai pas rédigé plusieurs livres. J'ai rédigé un livre et il est super. Mais en fait, j'ai rédigé de nombreux articles scientifiques et puis sur la base de ma thèse de doctorat qui portait sur le maintien de la perte de poids, j'ai écrit un livre qui est destiné davantage au grand public. Je dois dire qu'il est aussi très apprécié de mes collègues et de médecins et de professionnels dans le domaine de la santé et du sport, parce que je trouve quand même extrêmement dommage que les données de la recherche restent parmi les chercheurs. Et donc, mon objectif avec ce livre, c'était vraiment de partager autant que possible les connaissances qu'on peut tirer de la recherche. Et puis, comme je dis, il est super. En fait, c'est vrai que c'est vraiment sans honte que j'ose le dire. Il est sorti en 2020 et il était un peu passé inaperçu à l'époque parce que c'était en plein Covid. En fait, il est sorti le 16 mars et c'est le jour où le confinement a été décrété. Donc, plus de librairie, évidemment pas de lancement. Ça a été un peu la cata en fait. Et puis, c'est de bouche à oreille que l'information a circulé. Il s'est très bien vendu, il continue de se vendre et on continue de le rééditer. Et puis, chaque fois que je le consulte, parce que je cherche une info, je lis des passages et puis je me dis, mais non, de bleu, il est quand même pas mal ce bouquin. Et je ne sais pas si tu as ça, toi, mais
des fois, on relit des textes qu'on a faits il y a quelques années, et puis on en était super fiers à l'époque, puis en relisant, on se dit, ouais, bon, bof. Et là, je dois dire que malgré les années qui passent, je continue d'aimer le lire, en fait, et d'aimer en extraire des passages. Je l'offre assez régulièrement à mes patients pour les encourager à maintenir leur perte de poids, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il se vend, il continue de se vendre. Alors, on n'a pas un marché immense en Suisse romande, mais il continue de se vendre. Donc, c'est extrêmement satisfaisant. Et au niveau du contenu de ce livre-là, donc tu disais que tu as passablement de collègues qui aiment bien l'avoir entre les mains et le relire. Oui. C'est accessible à des personnes comme moi ou il faut quand même être initié pour pouvoir comprendre le contenu de ce livre? Alors, c'est vraiment accessible à n'importe quelle personne qui sait lire, hein, et qui aime lire un peu. C'est un livre, on m'a souvent dit, il se lit facilement. Il y a certains passages qui sont un petit peu plus dans l'explication de phénomènes qui se passent dans l'organisme, dans le corps. La première partie du livre, elle consiste un peu à expliquer en fait qu'est-ce qui se passe quand on change de poids, qu'est-ce qu'on sait du maintien de la perte de poids, un petit tour sur les différents aliments et la superstition, les superstitions qui accompagnent les aliments, avec notamment ces croyances autour des protéines qui seraient miraculeuses et puis que les glucides, c'est très mauvais. Il y a le chapitre 3, alors qui va t'intéresser particulièrement, c'est sur l'activité physique et le sport, et puis je pense qu'on va peut-être en parler un peu plus tout à l'heure. Il y a tout un chapitre aussi sur les habitudes, comment elles se forment, comment elles se transforment, pourquoi c'est si difficile de changer des habitudes. Il y a un chapitre sur la résistance au maintien de la perte de poids. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de changer de poids? Et là aussi, je vais casser quelques mythes. Et puis, il y a une partie sur, en fait, les obstacles et les sabotages, parce que parfois, on essaye de s'aider soi-même ou de se faire aider. Et puis, parfois, ce qu'on essaye de faire, c'est contre-productif. Donc, il y a aussi un chapitre là-dessus. Et puis, la deuxième partie, elle est très orientée sur des actions concrètes et sur des stratégies. Il y a 17 stratégies qui sont expliquées alors de manière simple, concrète et assez brève. Et puis, ce livre, il est structuré de façon à ce qu'on puisse vraiment sauter des paragraphes ou des chapitres entiers si ça ne nous intéresse pas. Donc, en fait, je guide aussi le lecteur en disant, là, on va parler par exemple, un petit peu d'expliquer les hormones qui dirigent l'appétit, le rassasiement, la faim. Si ça ne vous intéresse pas, passez directement à la page temps parce qu'on va parler peut-être un peu plus d'activité physique ou d'aliments, etc. Et donc, je dirais que même des personnes qui sont pas passionnées par la lecture arrivent à traverser assez facilement ce livre, éventuellement en sautant certains passages. Mais toutes les personnes qui s'y sont essayées m'ont dit qu'elles avaient trouvé des informations qui étaient soit intéressantes, soit utiles et pertinentes, soit les deux. Donc, ça me conforte beaucoup. Donc maintenant que tu nous as mis en appétit, j'ai clairement envie de découvrir ce livre, mais vu qu'on est gentil, on va faire une synthèse, je dirais, pour les personnes qui nous écoutent. C'est vrai que on a très souvent l'impression d'être arrivé, d'avoir franchi la ligne d'arrivée quand on a atteint un poids que peut-être on s'est fixé arbitrairement, mais en fait, le plus dur, c'est ce qui nous attend. Le plus dur, c'est pas d'arriver à atteindre le poids de forme ou le poids qu'on a fixé de manière arbitraire, c'est de le maintenir. Ouais, c'est exactement ça. Et là, alors, je veux quand même préciser que ce livre sur le maintien de la perte de poids, je l'ai écrit en particulier avec une réflexion autour du surpoids, autour de l'obésité, qui sont quand même des problématiques qui sont extrêmement présentes dans notre société. C'est pas un livre qui est destiné pour des gens qui sont minces ou maigres, puis qui veulent devenir encore plus minces ou encore plus maigres. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait un peu de mes champs de compétences. Donc, c'est vrai que j'ai une spécialité en nutrition du sport, mais j'ai aussi une spécialité dans le domaine de l'obésité et du maintien de la perte de poids, en l'occurrence, et du maintien du poids et des comportements alimentaires. Et donc, c'est vrai que je pense que tout le monde peut trouver des choses intéressantes dans ce livre, y compris des gens qui ont un poids stable, normal,
puis qui aimeraient rester comme ça, qui n'aimeraient pas prendre du poids au cours des années, comme ça se passe souvent. Mais initialement, l'idée, c'était vraiment d'aider les gens qui ont eu à un moment donné besoin de perdre du poids. Alors, sans jugement, hein, je veux dire, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons esthétiques. Et puis, ces personnes n'avaient pas forcément une obésité ou un surpoids médicalement attesté, mais avaient peut-être pris du poids au cours des années, puis ont souhaité le reperdre. Et c'est vrai que la perte de poids, même si elle est très difficile, en fait, c'est la partie facile. Parce que le plus dur, c'est effectivement de ne pas le reprendre. C'est essentiellement un problème. Enfin, la composante la plus difficile, c'est le comportement, c'est ça? Alors, c'est intéressant que tu dises ça en premier, parce que ce qu'on entend souvent, c'est que la raison de la reprise de poids, c'est le métabolisme qui changerait après la perte de poids. Hein. Donc, le métabolisme deviendrait paresseux et qu'on deviendrait extrêmement propice en fait à reprendre du poids. Et ça, en vérité, quand on analyse la science, eh bien, on se rend compte que c'est pas vrai, c'est un des mythes du maintien de la perte de poids. Mais effectivement, tu as raison, c'est une des choses les plus difficiles en fait qui rendent le maintien de la perte de poids si difficile. C'est l'attention qu'il faut porter au changement. Donc, c'est vraiment nos comportements, c'est les habitudes qui sont souvent ancrées depuis longtemps. Et puis, elles sont extrêmement difficiles à changer. C'est devenu des automatismes. Et puis, en alimentation, ce qui est particulier aussi, c'est qu'on n'est pas comme dans un phénomène, par exemple, comme le tabagisme. C'est souvent un exemple que je donne parce qu'on fume ou on ne fume pas. Alors qu'en alimentation, ce n'est pas qu'on mange ou qu'on ne mange pas. En fait, on parle de comportement, mais chaque comportement alimentaire, c'est des dizaines et des dizaines de décisions, de micro-décisions, de choix, d'exposition et d'habitudes et de comportements au final. Donc ça rend effectivement les choses très, très difficiles. Puis après, évidemment, il y a d'autres facteurs. Hein. Il y a le temps qu'on peut avoir à disposition. Il y a aussi simplement la personnalité. Il y a des personnes qui sont extrêmement structurées, planifiées, d'autres pas du tout. Et puis, il y a la neurobiologie aussi. Il y a des personnes, par exemple, qui sentent très, très bien quand elles ont faim ou pas, et d'autres, pas du tout. Et longtemps, on a pensé que les personnes qui avaient fait beaucoup de régimes perdaient la capacité de sentir la faim et le rassasiement. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte avec des études prospectives, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'il y a des gens qui ne sentent pas très bien la faim et le rassasiement. Et ces personnes prennent plus facilement du poids et donc font aussi plus de régimes. Et donc, ce n'est pas les régimes qui émoussent la capacité à sentir la faim et le rassasiement, mais c'est plutôt que les gens qui ne sentent pas très bien tout ça, ben, ils fluctuent dans leur poids parce qu'ils ont de la peine à le réguler automatiquement, en fait. Et est-ce qu'il y aura une différence, par exemple, entre quelqu'un qui serait, on va l'appeler sédentaire, et quelqu'un qui pratiquerait du sport, ou c'est je dirais le mécanisme, ça serait plus ou moins le même? Tu veux dire par rapport à ces sensations physiques de faim ou de rassasiement ou par rapport Exactement, au oui, maintien ouais, c'est du ça. poids? Parce que bah, typiquement, en fonction de, enfin, c'est un exemple bête qui me vient, mais en fonction de l'intensité de l'entraînement qu'on va faire, il y a des symptômes qu'on ressent très rapidement, immédiatement après l'entraînement, c'est qu'on n'a pas forcément envie de manger. Et puis, cette sensation-là, il y a des fois justement où elle perdure plus longtemps que d'autres. Et des fois, je me dis, mais tiens, c'est quand même bizarre, parce que ça fait 1 heure et des poussières que j'ai fait cet entraînement. Et puis, j'ai l'impression que mon organisme, il est toujours pas disposé à me laisser manger quoi que ce soit. Et puis, des fois, je me dis, tiens, c'est bizarre quand même. Oui, alors l'activité physique, elle a un impact effectivement sur la perception des sensations de faim, de rassasiement, et ça dépend beaucoup de l'intensité. Et ce que tu décris comme exemple, hein, donc c'est vraiment suite à des efforts à haute intensité, souvent il y a une anorexie passagère, donc je ne parle pas du tout d'anorexie mentale, hein, je parle vraiment du sens premier de l'anorexie, c'est-à-dire la perte d'appétit.
Et ça, d'ailleurs, ça peut être un peu un problème chez des sportifs et des sportives qui ont déjà un peu de difficulté à couvrir leurs besoins énergétiques, en fait. Maintenant, pour des personnes qui cherchent à perdre du poids ou qui cherchent à maintenir une perte de poids, l'activité physique, elle a plusieurs impacts, on va dire, sur la régulation de l'appétit. Alors, d'une part, il y a effectivement que lorsqu'on pratique de l'activité physique régulièrement, et ça, il y a des très, très jolies études qui l'ont montré, en fait, l'attrait pour certains aliments diminue. Okay. Donc, c'est comme si, en pratiquant régulièrement de l'activité physique, les gens étaient plus attirés par des aliments qui étaient moins denses énergétiquement, plus sains en quelque sorte, que ceux qui sont restés sédentaires. Et ça, c'est des études qui ont été faites, une en particulier qui a été faite chez des gens qui étaient plutôt sédentaires, de toute corpulence, donc pas des sportifs, hein, et on leur a proposé de faire de l'activité physique. Donc, ils avaient un programme à suivre ou pas. Et puis, les personnes qui pratiquaient de l'activité physique régulièrement ont insidieusement modifié leur attrait pour ces aliments-là. Ils étaient moins motivés, en fait, à consommer des aliments qui étaient moins sains, on va dire. Alors, il y a d'une part le fait que, alors sur la neurobiologie, pour revenir là-dessus, très, très clairement, l'activité physique régulière permet de mieux ressentir les sensations de faim et de rassasiement. Donc là, je ne te parle pas de l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, de cette activité super intense où tu vas faire des séries super dures à la piste, puis après, pendant 1 heure, tu es complètement coupé. Donc là, ça, c'est vraiment un petit peu différent. Mais quelqu'un qui pratique régulièrement, mettons à raison de 30 à 45 minutes d'activité modérée je dirais pas intense, mais soutenue chaque jour, eh bien, son appétit va être beaucoup mieux régulé. Elle va ressentir beaucoup mieux ces sensations de faim et de rassasiement. Et donc, c'est un outil qu'on peut utiliser chez des personnes qui ont de la difficulté à ressentir la faim. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que, en fait, quand les gens se mettent à bouger, il y a un peu un cercle vertueux qui se met en place souvent. C'est-à-dire qu'ils font du bien à leur santé, ils se disent, je fais un effort, surtout les personnes qui n'avaient pas tellement l'habitude de bouger avant. Et même si c'est une activité qui est modeste en termes de volume, de durée, d'intensité, etc., le fait de faire régulièrement une activité alors qu'auparavant, elle ne le faisait pas, ça va créer une forme de motivation en fait à bien faire aussi sur l'alimentation. Et donc, ça change un peu l'alimentation. Et puis, finalement, il y a encore autre chose, c'est que parfois, c'est vraiment pas chez tout le monde, hein, mais dans certains cas, l'activité physique, elle vient remplacer une fonction que pouvaient avoir certains grignotages, notamment pour réguler les émotions. Et les personnes qui écoutent ce podcast le savent, hein, la course à pied, comme d'autres activités physiques, c'est aussi un peu un régulateur émotionnel. Ça nous fait du bien, ça nous fait du bien à la tête. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais j'ai besoin de ça pour me détendre, pour me sentir bien, etc. » Et donc, ça peut venir en remplacement à des grignotages qui, chez certaines personnes, ont cette fonction, si tu veux, de régulateur émotionnel aussi. Donc, en fait, il y a 3 explications possibles au fait que la pratique d'activité physique a un impact sur l'appétit. C'est très intéressant ce que tu disais en termes de cercle vertueux quand tu parlais de ces fameuses études. Moi, j'ai pensé directement, effectivement, à l'impact psychologique de celui qui va être orienté vers des aliments plus sains parce que, justement, tu te dis, enfin, t'essayes de faire bien les choses, tu te dis que tu vas changer de vie, tu vas commencer à faire du sport. Alors, je vais pas dire que tu vas trouver les brocolis bons, enfin, les brocolis, il faut les apprêter pour que ça soit bon, même si tu les apprêtes, c'est pas forcément bon. Mais, je dirais, la résistance pour ajouter ce genre d'aliments-là dans tes aliments du quotidien, elle est nettement moins grande pour l'avoir vécu moi-même et puis pour le vivre avec ma femme qui commence à faire du sport avec moi au quotidien. J'ai quand même l'impression qu'il y a aussi cet aspect-là, ce côté où
tu rentres dans un nouveau cercle, tu rentres dans un nouveau cycle, et puis ouais, il y a quelque part une renaissance que tu essayes de créer pour te donner toutes les chances, en tout cas, de faire les choses bien. Mhm, mhm. Ça, c'est assez fou. Et puis, il y avait, quand tu parlais également, je me posais la question, que ce soit indépendamment de quelqu'un qui a envie de perdre du poids, ou que ce soit parce qu'il se trouve en surpoids, etc., ou que ce soit au niveau du sport, est-ce que toutes les pertes de poids ont la même valeur? Je m'explique. Euh, Est-ce que quelqu'un qui fait des régimes, les régimes ne marchent pas, voilà, je le dis, je le répète, les régimes ne marchent pas, mais est-ce que quelqu'un qui fait un régime et qui se dit je vais manger que ça pendant 2 jours, que ça pendant 2 jours, que ça pendant 3 jours, cette personne perd 10 kilos. Et Mhm. tu mets cette personne-là à côté de quelqu'un qui va peut-être prendre 3 ans pour perdre ses 10 kilos. Est-ce que ces deux profils-là, ces 2 fois 10 kilos qui ont été perdus, c'est la même unité, ont la même valeur? Alors, oui et non. C'est super simple toujours avec moi, tu sais. Euh, En fait, la- le poids, c'est un signal qui ne dit pas grand-chose de ce qui se passe dans le corps. Par exemple, quand une personne perd 10 kilos, elle a perdu quoi? Elle a perdu de l'eau, elle a perdu de la masse grasse, elle a perdu un peu de masse musculaire, un petit peu de masse organique peut-être. Mais les proportions de ces différentes pertes est difficile à connaître. En fait, est impossible à connaître si on n'a pas une évaluation correcte de la composition corporelle. Ça, c'est une première chose. Donc, le poids, finalement, il ne dit pas tout. Maintenant, il y a une autre chose qu'on sait, c'est qu'une personne, par exemple, qui est en surpoids, donc avec une masse grasse qui est importante, lorsqu'elle perd du poids, elle va perdre majoritairement de la masse grasse, quelle que soit la vitesse de perte de poids. Donc, elle ne va pas perdre 10 kilos en 2 jours, hein. Mhm. Et donc, même si sur les premiers jours, elle va perdre considérablement de l'eau, elle ne va pas perdre 10 kilos comme ça. Donc, pour perdre 10 kilos, si la personne est en surpoids, en surcharge pondérale cliniquement définie ou en situation d'obésité, eh ben, elle va perdre à peu près 75% de son poids sous forme de masse grasse. D'accord? Et le reste, ça va être ce qu'on appelle la masse maigre. Alors, il y a des gens qui pensent que la masse maigre, c'est égal au muscle. Ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, parce que le muscle, il est composé entre autres d'eau. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de flotte dans les muscles. Donc, voilà, sur le poids qui reste, il y a une partie de muscle, il y a une partie d'eau, donc eau, la flotte, et puis il y a une toute petite partie d'organes, d'os, éventuellement, etc. Pourquoi? Parce que lorsque notre corps se déplace, en fait, il déplace une certaine masse, un certain poids. Et quand tu passes de, je sais pas moi, 98 kilos à 88 ou 88 kilos, bah, tu ne déplaces pas la même chose, donc tu n'as plus besoin de autant de muscles, etc. Ton cœur, il va renier quelques grammes, c'est rien du tout quasiment, hein, mais il va renier un tout petit peu parce qu'il n'y a plus besoin de tout ça. Chez quelqu'un qui a une obésité très importante et qui va perdre 20-30 kilos, le foie va, par exemple, réduire de volume. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus besoin que cet organe fonctionne autant, que la personne va manger tellement moins qu'en fait, il y a moins besoin. Le cœur va diminuer aussi un petit peu parce qu'il y aura moins de travail, en fait, pour faire fonctionner cet organisme. Hein, donc, la perte de poids, elle dépend beaucoup de la composition corporelle de départ. Une personne qui est mince ou qui est maigre et qui perd 10 kilos et qui va du coup se dénutrir, alors elle, pour le coup, elle risque vraiment, même en perdant, mettons, seulement 25 ou 30% de masse maigre, bah, ça va quand même la mettre en danger par rapport à sa santé. Et en dessous d'une certaine masse grasse, il y a une vraie économie qui se met en place pour protéger les organes vitaux et pour protéger l'intégrité et la survie en quelque sorte. Et donc là, la personne, elle a plein de systèmes en fait qui ne vont plus fonctionner
Et par exemple, chez les femmes, ça va être par exemple une aménorrhée, mais ça va aussi être une bradycardie, c'est-à-dire le cœur qui va taper moins vite. Et ça, c'est un signal qui est souvent un peu oublié chez les sportifs et les sportives. Et là, parce qu'on aime bien, en tant qu'athlète, voir notre fréquence cardiaque basse. Mais quand elle est trop basse, ce n'est pas forcément un très bon signe. Et donc, on a vraiment, pour revenir à ta question de départ, est-ce que chaque perte de poids, enfin, toutes les pertes de poids sont égales? Non, mais ça dépend surtout du poids de départ. Et un petit peu de l'alimentation qui a été suivie pendant la perte de poids. Mais ça a moins d'impact qu'on pense lorsque les personnes sont vraiment au surpoids ou en situation d'obésité. Eh bien, la perte de poids elle-même, elle va assez peu dépendre finalement de ce qui est consommé. Donc, c'est vrai que tu dis les régimes ne marchent pas. Oui et non. C'est-à-dire, les régimes, ils ne marchent pas souvent à long terme, parce qu'au bout d'un moment, on arrête. Et c'est bien l'intérêt de notre projet, notre travail sur le maintien de la perte de poids. Mais pour perdre du poids, ça marche. Oui. Tous les régimes marchent. Absolument. Oui. Et puis, pour certaines personnes, il faut aller vite. Et puis, pour d'autres, il faut aller doucement. Mais ça va plus dépendre un peu du fonctionnement de chacun, en fait. Et de ses habitudes, de ce qui est possible de faire, de comment il se motive. Voilà. Donc ça, il faut que chacun trouve un petit peu sa voie là-dedans. Mais après, la difficulté, ça va plutôt être sur le moyen et sur le long terme, et surtout parce que là, pour le coup, le maintien de la perte de poids, si l'alimentation, elle n'est pas adéquate et ne couvre pas les besoins, le poids, il ne sera pas maintenu. C'est quasiment impossible. Parce qu'à un moment donné, on a une physiologie, on a des hormones, on a une neurobiologie, on a tout un système d'alerte qui se met en place. Quand on manque de nutriments, notre corps et notre cerveau ne pensent plus qu'à manger. Et donc, la restriction chronique fait que on va finir par craquer. Et ça peut être plus ou moins effrayant pour les gens qui subissent ça. Mais si l'alimentation n'est pas adéquate, quasiment à tous les coups, on va se retrouver avec des cataclysmes alimentaires quand même. Et si je prends quelqu'un qui a toujours, enfin, allez, je vais prendre le cliché, le type qui a fait du foot pendant des années, et puis il a trentaine, etc., il a commencé à avoir des enfants, il a eu un poids qui était extrêmement stable pendant des années. Est-ce que il est censé maintenir ce poids ad aeternam, ou est-ce qu'on peut voir une variation de ce poids de forme en fonction de l'âge? Alors, je ne parle pas d'un âge avancé, 80 ans, mais vraiment de 30, enfin 25, 30, 35, 40, 45. Est-ce que son poids, qu'on pourrait considérer de forme ou idéal, ou celui avec lequel il est le plus habitué, c'est un poids qui est censé être stable? J'adore ta question parce que, tu sais, quand on a fait l'étude sur le maintien de la perte de poids, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé des gens qui avaient maintenu une perte de poids, donc des gens qui avaient eu un surpoids, qui avaient perdu du poids puis qui l'avaient stabilisé, parce on voulait leur demander comment ils avaient fait. Et puis, notre groupe de comparaison, c'était pas comme dans toutes les études, on a vraiment voulu faire différemment. Toutes les études, en fait, demandent à des gens qui ont perdu du poids puis qui ont repris. Et puis nous, on a dit non, nous, on va demander à des gens qui ont maintenu un poids stable toute leur vie. Eh bien, ils étaient vachement difficiles à trouver. Ils étaient beaucoup plus difficiles à trouver que des gens qui avaient maintenu une perte de poids, en fait. Alors, il y a plein d'explications possibles et franchement, il n'y a pas une seule réponse parce que c'est tellement difficile à investiguer. Tu vois, si je prends ton exemple, il y a ton footballeur là qui à 30 ans il joue un peu moins, il a des enfants, est-ce qu'il est condamné à prendre du poids? Non, s'il adapte son apport alimentaire à sa diminution d'activité physique, pas du tout. S'il a des gènes et une morphologie qui le rendent plutôt disons propice à un maintien de poids et une masse maigre élevée, probablement qu'il aura peu de difficultés à garder un poids stable pendant de nombreuses années. Par contre, quand on parle de la trentaine et des enfants qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui changent.
parce qu'il y a souvent l'exposition aux aliments qui change, les loisirs changent. Beaucoup de gens décrivent un peu plus de resto, un peu plus d'apéro, un peu moins d'activité physique, moins de sommeil, plus de stress au travail. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et donc, chez ton footballeur, s'il arrive à maintenir un poids stable tout au long de sa vie, ben, c'est peut-être qu'il a prêté une attention particulière à ses apports, peut-être qu'il avait des habitudes qui étaient tellement bien ancrées que c'est resté pareil puis qu'il n'a pas bougé. Mais s'il a pris du poids, ce n'est pas forcément parce qu'il a pris de l'âge. C'est peut-être un petit peu parce qu'il a pris de l'âge, mais c'est peut-être aussi un petit peu parce qu'il a changé de vie. Oui, et avant tu parlais typiquement des gènes. Je serais très curieux de connaître le gène, le gène idéal. Est-ce qu'il y a peut-être une catégorie de personnes, une catégorie de population? Alors on voit toujours les Africains, alors moi j'imagine toujours le Kenyan, svelte, etc., toute sa vie, mais est-ce qu'il y a une typologie particulière de personnes qui sont plus prédisposées justement à maintenir un poids stable tout au long de leur vie? Alors, oui et non, on est tous prédisposés quand même à la survie. Et il y en a qui sont un peu plus prédisposés que d'autres. Et donc, ce qui était un avantage évolutif, à savoir être capable de faire des réserves énergétiques et de stocker la graisse, ben, c'est devenu un désavantage de notre société parce qu'il y a de la bouffe partout, tout le temps, et qu'on est plutôt programmé pour ressentir la faim plutôt que le rassasiement. Et on est également programmé pour reconnaître les aliments et les aliments qui contiennent beaucoup d'énergie. Donc, c'est vrai que dans notre société, ce n'est pas du tout une aide, mais il y a effectivement, alors ce n'est pas un gène en particulier, mais c'est une constellation en fait de gènes qui nous rendent plus ou moins susceptibles de prendre facilement du poids. Et puis ces gènes, ils vont s'exprimer selon l'environnement dans lequel on se trouve. Et donc, les personnes qui ont des gènes qui les rendent susceptibles à la prise de poids et qui sont exposées dans leur environnement à une alimentation riche en sucre et en graisse, ils vont prendre beaucoup plus facilement du poids que des personnes qui n'ont pas cette constellation génétique, si tu veux. Et donc, c'est ce qui explique qu'il y a des populations, par exemple, alors la première, la plus célèbre dans le domaine des sciences de l'obésité, c'est les Indiens Pima, qui, lorsqu'ils ont été, je dirais, arrachés à leur culture ancestrale et parqués dans les réserves avec du fast-food, des aliments riches en sucre, en graisse et de l'alcool, ils sont tous devenus ultra, ultra obèses, avec des proportions de masse grasse qu'on n'arrive même pas, enfin qui sont extrêmement rares, parce qu'on ne savait même pas que l'être humain était capable de stocker autant de masse grasse, en fait. Parce que cette population-là a été, entre guillemets, sélectionnée naturellement pour être résistante, en fait, à la famine, etc. Et à des périodes de disette. Et quand on les a exposés à de la nourriture H24, ils sont devenus gros parce que leurs gènes, tout d'un coup, ils étaient exposés à la nourriture pour laquelle ils n'étaient pas, qui n'était pas optimale, disons, pour eux. Et on retrouve ça dans différentes populations. Et c'est vrai qu'il y a des familles, par exemple, où on voit tout le monde est mince, cette famille, c'est les gènes, etc. Il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le comportement alimentaire, il y a aussi les habitudes alimentaires, il y a différentes choses. Et puis, il y a, comme je disais tout à l'heure, le fait que parfois, et ça c'est probablement aussi génétique, parfois, il y a des sensations physiques de faim de rassasiement qui ne sont pas très bien reconnues, par exemple. Mais il y a une très grande part qui est, alors, soit environnementale, c'est-à-dire on est exposé à des aliments et puis on va être plus ou moins susceptible d'y être, je dirais, d'être attiré par cela. Ça, c'est une chose. Mais une grande part, c'est de l'éducation. Et je pense que, voilà, tu es plus jeune que moi, mais je pense que tu as aussi appris peut-être à finir ton assiette. Ouais. Et on voit beaucoup de gens de notre génération qui ont appris ça. Maintenant, heureusement, on ne le fait plus, on ne force plus les enfants à finir leur assiette. Mais ça, c'est vraiment quelque chose les gens mangent trop parce qu'on les a toujours forcés à finir leur assiette.
indépendamment de leur sensation de faim ou de rassasiement. Donc, un enfant qui a un petit appétit et qu'on force à manger beaucoup, il va juste apprendre à manger trop et ça va être très difficile à changer ça, à revenir en arrière. Et donc, tu vois, c'est une des petites pièces du puzzle qui explique que, bah, voilà, tu as des populations, des groupes de populations qui prennent facilement du poids. Ben oui, bien sûr, il y a une très grande part quand même génétique, mais il y a aussi une très grande part qui est de l'ordre de l'exposition, des comportements et des habitudes. Mm. Quand j'entends en fait les explications que tu me donnes, j'ai l'impression que la nutrition, alors pardonne-moi de l'image, mais l'alimentation en général, c'est un peu un piège qui est en train de se refermer sur l'être humain. On a évolué beaucoup plus vite, de toute évidence, que notre corps, parce que il est fait enfin, notre cerveau est fait pour nous, enfin, favoriser les activités où on se sent le plus en sécurité, la loi du moindre effort, les aliments les plus caloriques, etc. Donc finalement, on est en train nous-mêmes de refermer un piège sur nous-mêmes. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais Ouais, je vois exactement ce que on est tu veux dire. condamné. Alors, oui et non. C'est-à-dire que en Suisse, on est condamné parce que chaque fois qu'il y a des velléités de voter une loi pour protéger, promouvoir un peu la santé publique, l'alimentation saine, c'est refusé au Parlement. Donc, on va peut-être quand même juste rappeler que c'est un vrai problème et que la décision individuelle, le choix individuel, blablabla, ça a bon dos quand la liberté de vendre des trucs qui servent à rien et qui font grossir les gens prend le dessus sur on promeut je sais pas, des aliments frais, des aliments sains, on arrête de gaver tout le monde avec du fast food quoi. Voilà, donc ça c'est mon petit coup de gueule, mais c'est vraiment insupportable à chaque fois qu'il y a des velléités de protéger finalement la population contre de la malbouffe, on va le dire comme ça. Non, il faut laisser les gens choisir. Oui. Hein, donc ça, il y a déjà là un truc qui joue absolument pas. Après, le piège qui se referme, alors oui, et puis il se referme sur les gens les plus vulnérables. Et puis c'est là qu'il y a une immense injustice, on le voit très bien dans les statistiques populationnelles, c'est que les gens les mieux instruits, avec le meilleur niveau socio-économique, ben c'est ceux qui restent minces et en bonne santé. Et puis les populations, disons, un peu plus, alors précaires, pas forcément, mais disons avec un moindre niveau socio-économique, ont beaucoup plus de risques de développer une surcharge pondérale, une obésité et des maladies qui vont avec. Hein, parce que pourquoi on parle d'obésité? C'est pas parce que c'est mal d'être en surpoids, c'est parce que c'est pas bon pour la santé. La plupart du temps, il y a des personnes en surpoids qui sont en bonne santé, mais très souvent quand même, c'est pas le cas. Et donc, dans ces situations-là, on ne protège vraiment pas les personnes, j'allais dire, les plus vulnérables. Alors, bon, dans certains pays, c'est carrément dramatique parce que dans les quartiers défavorisés, il n'y a juste aucun magasin où on peut acheter des aliments frais, par exemple. Et puis, très souvent, consommer des choses fraîches, saines, etc., ça devient plus compliqué, moins accessible, parfois plus cher que de manger du fast-food ou des aliments ultra transformés qui, eux, sont conçus, vraiment conçus de manière délibérée pour nous faire manger davantage. Et donc, le piège se referme sur nous. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont d'accord de laisser ce piège se refermer sur nous. Et puis, je pense que là, le consommateur lambda, il croit qu'il choisit ce qu'il mange, mais en vrai, la marge de manœuvre, elle n'est pas si grande. Et en Suisse, c'est vrai que, alors, pour le coup, il n'y a pas de loi très forte sur la santé publique, etc. Mais pour le moment, il y a encore je dirais une habitude, des habitudes alimentaires qui sont encore à peu près saines, globalement. Mais je ne sais pas combien de générations ça va encore tenir, ça. Ouais. Tu confirmes effectivement mes plus grandes craintes et c'est vrai que je rejoins effectivement le coup de gueule que tu fais sous la couverture du peuple souverain et puis de la liberté, du choix, etc. Effectivement, il y en a qui s'en mettent plein les fouilles
Et puis qui, Mhm. après, une fois à chaque fois qu'il y a ne serait-ce que non, c'est d'une solution qui est proposée, ah non, 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 on veut pas imposer les gens, etc. Par contre, on Exact. s'arrange pour qu'à chaque fois qu'il y ait quelque chose qui soit liberticide, ben, ça soit interdit, mais quand il y a une alternative qui permettrait justement de permettre aux plus faibles ou aux plus démunis, appelons-les comme ça, de bénéficier de produits de meilleure qualité, alors là, c'est sûr que c'est combattu de toutes les forces, ou alors c'est Mm. enterré bien avant que le projet il aille plus loin. C'est vrai que c'est un grand problème. C'est un grand problème. Et, ouais. Et tu sais, par rapport à ça, la vulnérabilité, elle est aussi par rapport aux aliments. Et ça, justement, dans l'étude, on l'a très bien vu et j'en parle dans mon livre parce que, en fait, c'est des vrais gens qui ont participé à cette étude. Mm. Et puis, j'en parle, alors j'ai changé leur nom, mais ils sont tous là, ils sont dans mon livre et ils racontent un peu, alors par bribes, j'ai repris des bouts de leur histoire. Et puis, il y a effectivement des personnes qui sont particulièrement vulnérables à certains aliments et d'autres pas. Et ça, ça ne se décide pas, Mm. ça ne se décrète pas. Si quelqu'un, par exemple, a de la peine à être exposé à des biscuits ou du chocolat, pour nommer que ces aliments-là, sans en manger une grande quantité, qu'est-ce qu'on fait de vendre ces machins aussi cher, aussi bon marché en si grande quantité? On les rend hyper accessibles à des gens ultra vulnérables. Je ne dis pas qu'on ne doit plus les vendre, je ne dis Mm. pas qu'on ne doit plus les mettre sur le marché, il y en aura toujours. Et les gens qui veulent en manger, ils pourront toujours en acheter. Mais on pourrait rendre ça un tout petit peu moins facile. Ça aiderait quand même beaucoup les gens qui sont un peu accros. Et donc, on l'a fait, par exemple, pour les substances toxiques comme le tabac, l'alcool, mais ça aussi, ça a été une bagarre incroyable. Et, et c'est des produits qui sont toxiques, qui ne servent à rien d'autre finalement que ça. Et bien sûr qu'il y a des vraies raisons pour certaines personnes de consommer, et je ne les blâme absolument pas, mais on n'a pas besoin de rendre ça ultra accessible pour que les gens qui veuillent en consommer puissent en consommer. Et avec la nourriture, c'est la même chose. Et il y a vraiment dans notre bouquin, enfin, dans l'étude qu'on a faite, il y a vraiment des gens qui disent, mais moi, ça ne me dit rien, ces aliments-là. On leur a demandé, par exemple, qu'est-ce que vous faites pour maintenir votre perte de poids? Et toutes les personnes qui nous ont répondu, qui ont maintenu une perte de poids, disent, ils font attention à l'alimentation, ils font attention à ceci, ils font attention à cela. On a demandé aux gens qui avaient un poids normal stable, vous faites quoi pour maintenir votre poids? Ils nous ont dit, rien de spécial. Et en fait, il y avait un sentiment d'injustice vraiment qui est ressorti très fortement dans les discussions qu'on a eues avec les gens qui avaient un maintien de la perte de poids. Ils disaient, mais j'aimerais tellement pouvoir manger tout ce que je veux, comme les gens minces. Mm-hmm. Et puis, les gens minces, ils nous disent, moi, je mange tout ce que je veux. Et on s'est dit, il y a une différence. Alors, les gens minces, ils mangent plus, et puis ils restent minces. Puis les gens en surpoids, ils ont vachement réduit leurs apports, et puis ils ont quand même de la peine à rester comme ils sont. Mm-hmm. Et en fait, on a comparé les apports alimentaires, et c'est à peu près similaire. Il n'y a pas de différence. C'est juste que les gens qui sont, entre guillemets, naturellement minces, ils n'ont pas envie de plus que ça. Ouais. Ils ne sont pas câblés pareil. C'est pas qu'ils ont plus de volonté. Et s'il y avait une famine, c'est les premiers à mourir. Ouais. Faut quand même le rappeler, ça. Mais pour eux, finalement, c'est pas si dur, quoi. Mm-hmm. Alors, il y a probablement un mélange avec des habitudes, avec de l'éducation, avec plein de trucs. N'empêche qu'ils sont pas câblés pareil. Et il y a des gens, on leur présente un bout de choc ou une cacahuète, ils sont incapables de s'arrêter, et c'est pas parce que c'est des malades mentaux. Et on ne peut pas les blâmer pour ça. Ce n'est pas une question de volonté, ça n'a rien à voir. Et donc là, on met ces personnes-là en situation de vulnérabilité avec un fardeau énorme qu'ils doivent porter tout seuls à chaque fois qu'ils vont faire les courses, par exemple. C'est super violent, hein? Ou à chaque fois qu'on amène un gâteau au boulot et c'est sympa, ou qu'on pose une plaque de chocolat au milieu de la table dans la salle de pause. Ça, c'est des trucs, c'est une torture pour plein de gens.
Et c'est des aliments, en fait, qui ne devraient pas être autant banalisés. Ce pas des aliments qui sont fondamentalement mauvais, mais c'est des aliments qui devraient avoir une précaution d'usage. Oui, je rejoins tout à fait ce point de vue-là. Et comme les Selecta dans les locaux de pause des entreprises où Mhm. tu te dis il n'y a rien de mal à ça, mais quand tu regardes ce qu'il y a dans le Selecta, il y a des Twix, il y a des Snickers, Ouais, il y a que des choses qui effectivement n'apportent pas grand-chose. Et quand tu amènes ouais. toi ton Tupperware avec des brocolis, décidément, je vais pas le laisser Décidément, les tranquille, brocolis, hein. mais tu passes Non, mais presque c'est pour un même, je veux extraterrestre. dire, c'est égal, brocoli, pas brocoli ou Hmm, machin, mais tu vois, puis manger un Twix ou un machin, hmm, c'est pas grave en soi. mhm, Et puis mhm. d'ailleurs, pour le coup, les Selecta, au moins, il y a quelques obstacles. C'est-à-dire, il y a une vitre, Ouais, il faut mettre des sous dedans, il faut choisir, il y a une vraie décision qui se perd. C'est pas un truc qu'on fait, hop, on l'a mangé, puis on n'a pas réfléchi. ouais, Tu vois? Donc, mhm, ça, au moins, il y a ça, quoi. hmm. Alors après, est-ce qu'il est plus ou moins proche de où les gens passent, etc. On ne peut pas non plus blâmer Selecta qui veut, ou les autres entreprises qui doivent aussi faire leur argent avec ça. Mais je veux dire, il y a vraiment des choix qui se font en amont du consommateur. Oui, Puis après, ben, lui doit se démerder avec ça, quoi. ouais. Et ça, je trouve que c'est pas très juste, disons. Pour les personnes vulnérables, je trouve que c'est pas juste. Et les personnes vulnérables, ben, c'est les gens qui sont ben, finalement câblés à aimer le sucre et le gras, quoi. Alors, on l'est tous un peu, mais je dois quand même dire qu'il y a des personnes que je reçois de mon cabinet et qui, à l'inverse de ce dont on est en train de discuter, souhaitent ou doivent prendre du poids et c'est tout aussi difficile. Donc, il faut quand même aussi comprendre qu'on a une espèce de poids calibré pour nous ou de fonctionnement, de physiologie calibrée pour nous, puis c'est super dur d'en changer. Donc, pour des gens qui sont très minces, voire maigres, puis qui doivent prendre un peu de poids, ben, c'est vachement dur aussi. Donc, voilà, juste pour dire que c'est pas la panacée, quoi. Ouais, peu importe, effectivement, depuis où tu pars, alors tu disais avant que en fonction du point de départ, la fluctuation sera pas la même, mais Ouais, il y a également un élément qui m'intéressait beaucoup, c'était finalement, est-ce que en fonction du point de départ, quand on fait du sport, quand on pratique des sports d'endurance, est-ce qu'on n'est pas un peu cycliquement du début à la fin de l'année dans un système de yo-yo? Tu vois, c'est un peu une lutte permanente. Alors, pas avec la nourriture, je vais pas en venir à ce point-là, mais en fonction du cycle d'entraînement, de tous ces changements qui s'opèrent en nous, de ces mécanismes, de ces jours où on a la patate, où on a envie de tout casser, de ces jours où on n'a pas la forme, est-ce que finalement il ne faut pas partir du principe qu'on doit accepter d'être sur une sinusoïde toute l'année avec notre poids idéal? ouais, j'aime beaucoup cette remarque. Tu sais, je pense qu'effectivement, il n'y a pas un poids. Il y a je dirais une fourchette déjà, de poids. Alors plutôt que de poids idéal, je dirais de poids auquel on peut rester sans être en restriction absolue et sans surconsommer. Hein. Donc on a un poids physiologique, puis il y a une fourchette là autour, et puis des oscillations de 2-3 kilos, c'est complètement normal. Moi, j'appelle pas ça du yo-yo. Après, il y a effectivement dans le cadre de la course à pied, des sports d'endurance en général, il y a des personnes qui vont, par exemple, avoir un objectif avec un dossard, avec un chrono, etc., qui vont s'entraîner pour, puis qui vont peut-être essayer de perdre quelques kilos pour améliorer leur rapport puissance-surpoids. On voit ça aussi beaucoup dans le cyclisme, et c'est OK. Et même chez quelqu'un qui serait voilà, de poids normal, de perdre 2-3 kilos avant une course, pour un objectif, pourquoi pas si la personne n'est pas dénutrie. Et puis chez une personne en surpoids, qui pratique régulièrement de l'activité physique et qui s'entraîne et qui est par ailleurs en bonne santé, pareil, probablement qu'à l'orée d'une course, ben, le poids il va descendre un peu plus. Et puis après, ben, elle va peut-être être un petit peu moins vigilante sur l'alimentation et reprendre un peu de poids. Et c'est absolument OK et normal. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on passe d'une étape de restriction très importante à une perte de contrôle très importante. Et ça, sans parler de troubles du comportement alimentaire, on peut arriver dans des comportements alimentaires problématiques qui
peuvent d'une part être problématiques pour la santé, mais qui sont super problématiques pour le moral aussi. Et on a vu ça, alors dans le monde du cyclisme, il y a eu vraiment toute la période des années 80-90 où les cyclistes en hiver, ils prenaient du poids. Il y en a certains qui étaient célèbres pour ça. Et encore aujourd'hui, on voit par exemple dans le domaine du foot, hors saison ou hors entraînement ou lors d'une blessure, pouf, les gens ils prennent beaucoup de poids. Puis après, tac, ils s'affûtent, ils perdent pour les courses, etc. Ça, c'est des ampleurs qui sont pas saines, qui sont extrêmes. Mais d'être plus fit à certains moments de l'année que d'autres, no problem. C'est complètement OK et normal. Ça rejoint un peu ce dont tu parlais avant. Les gens qui me connaissent très bien savent que mon péché mignon, enfin un de mes péchés mignons, c'est les restos. Ah, je croyais que c'était les brocolis. Pas du tout, non. S'il y en a au resto, j'en mange pas du tout. Mais je suis toujours à la chasse du meilleur resto. Donc je suis quelqu'un qui, effectivement, avec l'âge, les centres d'intérêt sont différents. Donc on va se plaindre avec d'autres parents de notre misérable existence avec ces enfants qui veulent pas nous laisser dormir. On va au restaurant. Donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure de la saison, et même tout au long de la saison, peu importe le cycle d'entraînement dans lequel on est à la prochaine course, il y a ces fameux restos justement qui restent quand même des points, des marqueurs importants, comme pour se dire, ouais, j'ai quand même envie de m'en foutre un peu de temps en temps, histoire de me dire que ça vaut la peine quand même. Quand je me dis, ok, là, je fais gaffe parce qu'il y a la course, les fois où tu vas au resto, tu te dis, j'en profite réellement et en pleine conscience. Exactement. Et ça, c'est hyper important aussi pour la santé mentale. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que justement, avec l'âge, etc., machin, il y a aussi des fois, on a un peu plus de moyens, donc on s'offre aussi un peu plus de... Voilà, pour les personnes qui boivent de l'alcool, ils vont peut-être boire plus de vin, etc. Mais il y a un avantage à ça. C'est que quand on va relativement fréquemment au restaurant ou qu'on boit relativement fréquemment du vin, si on veut perdre quelques kilos, on sait où changer. C'est pas qu'on a besoin de faire une monstre restriction. Ouais. On va moins souvent au resto. Quand on y va, on boit moins de vin. Et puis voilà, les 2-3 kilos, ils sont partis. Et donc, c'est vrai que ça fait partie aussi de ces périodes de vie où on se dit, là, je suis un peu moins entre guillemets, dans le contrôle. C'est pas qu'il faut être tout le temps dans le contrôle ou jamais dans le contrôle, mais c'est ce qu'on appelle le contrôle flexible. Oui. Et il y a des moments où on est un peu plus flexible, d'autres fois un tout petit peu moins. Et c'est vrai que là, je pense à des triathlètes qui dépensent vraiment des centaines et des centaines de francs pour s'inscrire à des courses Ironman ou autres, qui sont à l'autre bout du monde. Il y a le billet d'avion, il y a le séjour, il y a l'inscription à la course qui est près de 500 balles ou plus, etc., etc. Moi, je comprends que pendant quelques mois, ils limitent les restos et ça, c'est pas pour se payer leur billet d'avion, c'est pour quand même mettre un peu les chances de leur côté à la course, disons. Ils vont pas saboter leurs résultats ou, disons, leur plaisir à faire la course en surconsommant, en mangeant trop souvent des apports excessifs et puis en prenant du poids pour ça. Mais il y a aussi des personnes qui arrivent à réguler ça tout au long de l'année et qui, tout au long de l'année, ont le même poids, la même composition corporelle. Ils sont réglés comme du papier à musique, ça fait partie de leur nature et ça va très bien aussi. Ouais. Clairement. J'ai une question, j'ai peur de te la poser parce que en fait, j'ai pas envie j'ai pas envie que tu donnes cette réponse-là, mais je vais quand même la poser. C'est un peu en toile de fond de toute la discussion qu'on a eue, mais si j'arrête de faire du sport et que je conserve les habitudes alimentaires que j'ai maintenant, on est d'accord que je vais reprendre du poids. Il y a des grandes chances, si tu changes rien à ton alimentation, oui, mais il est probable que ton appétit se régule. Et puis, l'autre chose, c'est que quand tu pratiques du sport, tu consommes une certaine partie de tes apports autour des entraînements, je dirais. Tu prends une collation avant d'aller t'entraîner. Si tu fais du long, tu vas manger ou boire des choses qui contiennent des glucides pendant l'effort, etc., etc. Tu vas peut-être prendre une collation supplémentaire en récup parce que le repas est encore loin, par exemple. C'est des exemples que je donne. Je ne dis pas que c'est systématiquement ce qu'il faut faire, mais c'est ce qui se passe souvent.
Lorsque tu enlèves les entraînements, tout ça, ça part aussi. Ouais. D'accord? Donc, effectivement, si tu continues à manger tout exactement la même chose, puis que tu enlèves l'activité sportive, il y a de grandes chances que tu prennes du poids, en effet. Mais spontanément, très souvent, les gens ajustent les apports alimentaires s'ils sont capables d'être à l'écoute de leurs besoins et qu'ils ne mangent pas que par automatisme. En revanche, pour les gens qui ont perdu du poids et qui maintiennent leur perte de poids grâce à l'activité physique, entre autres, grâce à l'activité physique, quand ils arrêtent l'activité physique, il faut qu'ils refassent vraiment un vrai tour d'horizon sur leur alimentation et qu'ils réapprennent des nouvelles habitudes qui vont avec, je dirais, leur nouveau mode de vie, parce que ce n'est pas spontané chez eux. Sinon, ils n'auraient jamais eu de problème de poids au départ, disons. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de poids, l'ajustement, d'ailleurs, on le voit très bien. Les personnes blessées, par exemple, il y a ceux qui ajustent spontanément leurs apports alimentaires, ils ne se posent même pas de questions. Il y a ceux qui se restreignent un tout petit peu. Et puis, il y a ceux qui, effectivement, doivent porter une attention très, très spécifique à ce qu'ils font pour ne pas trop prendre de poids. Et puis, évidemment, après, il y a aussi le cas de figure où les gens, ils arrêtent l'activité physique, puis ils changent un peu de mode de vie, puis ils ont une moins bonne hygiène de vie d'une manière générale, mais ça, c'est un autre cas de figure. Mais disons, la régulation spontanée, elle est pas forcément donnée à tout le monde. Donc, en tout cas, pour les personnes qui ont réussi à maintenir une perte de poids grâce au sport, grâce à l'activité physique, quand ils arrêtent ça, je pense que c'est bien qu'ils achètent mon livre déjà, et puis qu'ils essayent d'appliquer certaines des stratégies et des checklists en fait que je donne pour être sûr de ne pas se retrouver dans une situation où tout d'un coup ça leur échappe et puis qu'ils ont repris tous les kilos perdus. Et j'aime bien le terme que tu utilises, qui s'échappe, parce que on a parlé de, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe, enfin, tu fais tes devoirs, tu perds tes poids, enfin, tu perds ton poids, tu rentres dans la phase de maintien, mais qu'est-ce qui se passe si, à un moment donné, tu as l'impression qu'il n'y a rien qu'à changer, mais que le poids repart dans l'autre sens? C'est-à-dire qu'il recommence à augmenter. Ouais, ça dépend un peu des situations. Moi, là, il y a tellement de cas de figure possibles que c'est difficile de te le dire comme ça d'un coup d'un seul. Bon, il y a une chose qui aide les gens qui ont maintenu une perte de poids volontaire, c'est quand même de se peser de temps en temps. Parce que les gens naturellement minces, ça c'était aussi une différence qu'on a observée dans notre étude. Les gens qui restent spontanément minces, en fait, ils ne se pèsent pas, ils sentent leur poids, ils savent exactement où ils en sont. Et puis les gens qui ont tendance à prendre du poids, qui ont de la peine, etc., et qui, dans notre projet à nous, avaient perdu du poids et l'avaient maintenu, ils ont besoin de se peser pour savoir où ils en sont. Ils ne sentent pas. Et puis ça fait aussi partie de ces trucs où on n'est pas égaux dans la nature, quoi. C'est, voilà, il y a des gens, il faut qu'ils checkent de temps en temps. Et puis, de ne pas laisser le poids s'échapper fait partie de ça. Donc, si tout d'un coup, la personne, elle se dit « j'ai pris 5 kilos », ce n'est pas venu du jour au lendemain. Mais ça veut dire qu'insidieusement, il y a par-ci, par-là des petites choses qui ont changé. Donc, soit des vieilles habitudes qui sont revenues, soit autre chose qui a changé. Et puis qu'elle n'y a pas forcément prêté attention sur le moment parce que c'était petit. Et puis, il y a un petit truc ici, puis un petit truc là. Après, il y a d'autres choses, il y a les phases de vie. Je veux dire, en périménopause, c'est quand même assez compliqué pour les femmes de garder un poids, une composition corporelle stable. Il y a des choses qui doivent changer en fait dans le mode de vie. Ça, c'est une autre de mes spécialités. Je pense que ça va être too much pour aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose de très, très important où ce qu'on faisait d'habitude, ça ne marche plus. Et ça, je l'entends énormément chez mes patientes. C'est, d'habitude, au printemps, je reprends la course à pied et puis je perds les 2 kilos que j'ai pris en hiver, puis là, non. Et en effet, avec les changements d'hormones qui se produisent en périménopause, ça ne marche plus comme ça. Donc, pour de vrai, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer que le poids, il monte ou il remonte alors qu'on n'a pas l'impression de faire les choses autrement, quoi.
C'est vraiment enfin, une question individuelle et pas générale. Alors, effectivement, tu as parlé des femmes. Donc, alors là, tu as parlé de la partie ménopause, mais j'imagine que tout ce qui est lié aussi au cycle menstruel, euh, c'est quand même pas pareil en fonction de l'arrivée de ton cycle, au moment où tu te situes, ou quand tu étais au milieu du mois. Je pense qu'on peut quand même voir un certain nombre de fluctuations. Donc, on n'est vraiment pas du tout égaux sur la balance. Ouais, ouais, ça c'est clair. Après, chez les gars, il y a probablement aussi hein, des fluctuations hormonales qui sont moins violentes et qui se traduisent moins dans les modifications de poids. Mais c'est aussi, entre autres, ce qui explique la prise de poids avec l'âge. C'est quand même le métabolisme qui baisse. Il y a moins de production de testostérone. Et puis bah, du coup, il y a moins de dépenses énergétiques, tout simplement. Et en parallèle, souvent, un mode de vie un peu plus copieux que frugal. Pas chez tout le monde, hein, mais en général dans la population. Et donc, c'est des situations où, bah, théoriquement, il faudrait faire un peu plus gaffe, puis on fait plutôt moins gaffe, on va dire, pour faire très court et très caricaturalement, disons. Mais par rapport à, je pense, parmi les personnes qui écoutent ce podcast, ben, il y a forcément des gens qui sont très sportifs, très athlétiques, et puis qui se demandent bien pourquoi on parle du surpoids. Puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent la course à pied ou la marche rapide ou la marche moins rapide comme un moyen de rester en forme, de rester en bonne santé. Et moi, je dis à toutes ces personnes, ne focalisez pas trop sur le poids quand même, mais aussi sur votre bien-être, sur votre composition corporelle et sur votre santé. Et c'est vrai que lorsqu'on fait du bien à sa santé et qu'on s'occupe bien de notre corps, en général, il nous le rend. Et c'est quand on commence à entrer dans un cycle un peu de violence, de restriction, de craquage, de sortie, course à pied, de punition parce qu'on a trop mangé, ça peut pas aller bien, quoi. Ça peut pas aller bien. Donc, il faut déjà commencer par un peu bien s'occuper de soi, je dirais. C'est très juste ce que tu dis. Je connais quelqu'un d'ailleurs qui disait si tu ouvres les yeux le matin, c'est ton corps qui te permet. Si tu te lèves le matin pour aller travailler, c'est ton corps qui te permet de te lever pour aller travailler le Ouais. matin. Donc si tu n'en prends pas soin, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, bah, lui va faire le nécessaire pour prendre soin de lui-même. Ouais. Et puis, bah, la société est pas tendre hein, envers les personnes qui ont un surpoids et c'est vraiment très. Enfin, moi, j'espère pas que j'apparais comme quelqu'un qui va absolument faire maigrir les gens, hein, parce que c'est pas du tout mon propos. Et franchement, on peut améliorer sa santé quelle que soit notre corpulence. Et il y a vraiment, moi, je reçois assez régulièrement des personnes dans mon cabinet qui veulent perdre du poids et j'arrive à les convaincre qu'il faut pas. Mm. Et c'est pas parce qu'elles sont forcément très minces au départ, hein, mais c'est vrai que le poids, c'est pas forcément le truc sur lequel il faut focaliser, quoi. Après, c'est vrai que bah, mon livre, il s'appelle Changer de poids, c'est changer de vie, parce que c'était ça l'objet du projet, de l'étude, mais c'est aussi pour montrer que finalement, on a un certain mode de vie qui va avec nous à un moment de notre vie. Et puis, quand la vie avance, quand le temps avance, ben, on a peut-être d'autres besoins, d'autres envies et d'autres possibilités aussi. Et qu'il faut accepter qu'il n'y a rien qui soit complètement figé. Le type d'entraînement qu'on fait à un moment de notre vie ou à un moment de l'année, on ne les fait pas ad aeternam de la même manière. Pareil avec notre alimentation, pareil avec les stratégies de maintien de poids. Tout ça, c'est fait pour évoluer, pour changer. C'est là que l'idée de flexibilité prend aussi tout son sens. Systématiquement, en fait, enfin, s'écouter, et puis dès le moment où peut-être qu'on a l'impression que notre corps, il parle une autre langue et qu'on n'arrive pas à comprendre, bah, c'est à ce moment-là que les personnes, les spécialistes comme toi sont précieuses parce que justement, vous arrivez à nous remettre, à nous réaligner un peu avec les sensations qu'on ressent. C'est Ouais. un livre indispensable qu'il va falloir que je me procure. Donc tu disais, c'est changer Oh, de mais je ne poids, l'ai c'est pas changer de vie. envoyé, Hugo. Oh, pardon. Tu ne me l'as Alors toujours pas non, mais alors envoyé. je vais te Ceci est un l'envoyer. scandale. Aïe, 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 ouais, j'ai honte. Je suis vraiment désolée. Ça va être corrigé très, très vite. Non, il y a vraiment pas de problème. C'était une discussion extrêmement intense et à coup sûr, le côté prévention et éducation et coup de gueule, c'est quelque chose qui me parle énormément. J'avais d'ailleurs
quand je me suis lancé dans une série de 30 jours, 30 reels, il y a quelques temps, histoire de gagner en régularité, puis de retrouver un peu la confiance en moi, ce qui a amené à tous ces épisodes de podcast qui sont arrivés après, c'est que je me suis surpris un jour en allant faire mes courses dans une enseigne orange, je vais pas la citer, mais je m'amusais à décortiquer les étiquettes des produits que j'appelle de mon enfance. Donc les barres de céréales, les céréales, les cornflakes, les smacks, etc. Et puis je regardais la composition. Et à un moment donné, d'ailleurs, ce jour-là, j'ai fait un Reels qui s'appelle « Le goût de mon enfance ». Et je me suis rendu compte que le goût de mon enfance, c'était le sucre. Parce que ingrédients principaux de chaque chose qui me rappelait, je me sentais bien quand je repensais au moment où je consommais ces produits-là. En fait, il y a 30-40% de sucre dedans. Donc il y a vraiment un immense travail à faire au niveau éducation. Et puis ça, c'est une mission que je nous donne. Il va falloir qu'on trouve une solution, clairement. Merci en tout cas. Voilà, tu dis, c'est vrai, les experts, tout ça, les gens que tu reçois dans ton podcast, c'est des gens qui amènent de l'expertise, qui amènent des compétences. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à écouter d'ailleurs les différents épisodes, les témoignages et puis les différentes connaissances et compétences qui sont partagées là. Mais c'est toi qui fais ce travail de passeur aussi, et je trouve super important, et je te remercie vraiment beaucoup de donner accès en fait à tout le monde finalement, à tout cela. Donc merci à toi, Hugo. Mais merci à toi d'avoir accepté de partager ce deuxième thème qui est décidément fascinant. Ça soulève toujours plus de questions, donc je crois qu'on n'en a pas fini. Je te remercie infiniment, Maïké. Avec plaisir. Je te souhaite une très belle soirée. Merci. À très bientôt. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao.